Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h d'Espace TV. Tout de suite, le sommaire. La Guinée se dote d'un plan stratégique national de promotion de l'abandon du mariage d'enfants. Le document fait suite à une enquête démographique et de réaliser en 2018. Le Premier ministre qui a présidé la cérémonie de remise promet d'accompagner le ministère de l'Action sociale dans sa mise en exécution. Les travaux de réhabilitation du tronçon Donka évoluent bien, selon le ministre des Travaux publics. Moustapha Naïté fait cette annonce à l'issue d'une visite de terrain. Toutefois, il déplore l'agression des infrastructures par les riverains. La Guinée se dote d'un plan stratégique national de promotion de l'abandon du mariage d'enfants. La ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables a remis solennellement au Premier ministre ce vendredi le document qui fait suite à une enquête démographique et de santé réalisée en 2018. Le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana réitère la volonté du gouvernement à accompagner le département de l'Action sociale et les partenaires au développement pour l'atteinte des objectifs fixés. Rosaline Ngoto-Monimou, Yakoba Traoré. Ce document révèle qu'en Guinée, 46,4% des filles et jeunes femmes ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Le Parlement des enfants de Guinée a profité de l'occasion pour faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour mettre un terme au mariage précoce. Il s'engage par la suite à participer à la sensibilisation des familles sur les conséquences de ce phénomène. Le plan stratégique national multisectoriel pour la promotion de l'abandon du mariage précoce constitue ou représente pour nous une opportunité. Nous nous engageons à informer et mobiliser les familles et les communautés afin de nous assurer qu'ils sont conscients de l'impact néfaste du mariage tout en valorisant les alternatives. Le mariage précoce est une préoccupation du ministère de l'Action sociale et des personnes vulnérables. Son objectif est de se battre pour la réduction du taux de prévalence des mariages d'enfants à 20% dans le pays d'ici 2025. Il y a moins de 10 ans, nous étions à 63% de mariages précoces en Guinée. Aujourd'hui, les chiffres vous montrent 46%, ça veut dire que l'espoir est permis. L'UNICEF, l'un des partenaires en charge de la protection des enfants et de la promotion des droits de l'homme, remercie les efforts du gouvernement et réitère sa volonté d'accompagner le pays dans la lutte contre cette pratique. L'UNICEF, l'UNFPA et les Nations Unies, ainsi que les organisations internationales et la coopération bilatérale, vont continuer à soutenir les efforts de plaidoyer, de mobilisation de ressources du gouvernement auprès des bailleurs afin de faciliter la mise en œuvre du programme. Le Premier ministre rassure les partenaires au développement de l'engagement du gouvernement. Il prend en compte les préoccupations du Parlement des enfants de Guinée. Nous ferons tout, c'est cela notre engagement, vis-à-vis des partenaires au développement, vis-à-vis des enfants de Guinée, tout en vous remerciant, mesdames, messieurs les partenaires, de votre contribution à l'effort national dans cette dynamique. Économie dans ce journal, le gouvernement guinéen se félicite de l'achèvement des 5e et 6e revues du programme économique et financier de la Guinée. Cette revue a permis au pays de bénéficier du FMI 49,471 millions de dollars. Mais de l'autre côté, certains économistes n'approuvent pas cette démarche des autorités guinéennes qui qualifient le don comme une avancée économique du pays. On fait le point avec Bernard Koundouno et Kierno Sadouba. À l'occasion de sa dernière revue tenue le 9 décembre dernier à Washington, le Fonds monétaire international a approuvé les 5e et 6e revues du programme économique et financier de la Guinée, appuyé par les facilités élargies de crédit. Cette revue a permis à la Guinée de bénéficier d'un crédit de plus de 49,471 millions de dollars. En conférence de presse mercredi à Conakry, les ministres en charge de la gestion économique du pays se sont réjouis de ce qu'ils appellent avancées significatives de l'économie guinéenne. Comme ces ministres, cet économiste trouve avantageuse cette revue qui a abouti à ce financement, mais contrairement aux autorités, Hamidou Bari, lui, ne crie pas à la joie. Ils peuvent se féliciter s'ils veulent. Moi, à leur place, je ne me féliciterai pas. Pourquoi ? Mais parce que je ne peux pas me féliciter d'être diagnostiqué malade ou bien d'être allé chez le médecin. Ça, je ne peux pas me féliciter.
49,471 millions de dollars vont-ils changer le quotidien des Guinéens? L'économiste reste sur sa faim. Mais la bonne orientation de ces fonds dans les projets à intérêt économique permettra d'améliorer le quotidien de la population guinéenne, estime-t-il. Si l'État fait un bon usage de ces fonds, ça peut permettre à l'État de produire certains biens publics qui vont permettre l'amélioration du quotidien de la population. L'objectif du programme est de permettre à la Guinée d'avoir un cadre macroéconomique assaini, notamment la maîtrise de son taux d'inflation et une gestion budgétaire saine. Même s'il faut se féliciter de ce prêt, l'économiste trouve anormal que la Guinée soit dans le FMI. Pour lui, ce fonds ne travaille qu'avec les pays aux économies malades, donc l'économie guinéenne ne se porte pas bien, ajoute-t-il. FMI, en réalité, est le médecin des économies malades. Selon le gouvernement guinéen, cet accord vient compléter le total des décaissements au titre de l'accord FCE pour l'équivalent de 120,488 millions de DTS, soit environ 170 millions de dollars US, octroyés à la Guinée depuis l'approbation du programme triennal le 11 décembre 2017. Économie encore, l'affaire du prétendu détournement de 200 milliards de francs guinéens continue de susciter débat en Guinée. Hier jeudi 10 décembre, le ministre du Budget Ismaël Djoubaté, devant la presse, a apporté quelques précisions sur ce sujet. Les propos du ministre Djoubaté ont été ensuite démentis par le site Guinée News à travers un article paru sur le site ce matin. Le décryptage est signé André Moussi Milimouno. Le feuilleton Nabaya Gate est loin d'atteindre son épilogue en Guinée. Après le soutien du gouvernement de l'un de ses ministres à travers un communiqué, c'est au ministre Ismaël Djoubaté de se livrer au même exercice pour tenter d'apporter des éclairages sur quelques zones d'ombre du sujet. Dans sa communication, le ministre du Budget lance une première pierre dans la mare de la presse. Ce qui est très compliqué dans cette histoire qu'on a vue dans la presse, c'est qu'il n'y a aucune indication sur des montants séparés. On ne parle pas du temps, mais on fait des affirmations. La réaction du site Guinée News ne s'est pas fait attendre. Dans un article titré « Affaire 200 milliards, les gros mensonges du ministre du Budget, les faits et chiffres » qu'il a publié ce matin, le site apporte des détails sur les montants décaissés et même les jours des différents décaissements. Ce qui met en doute les propos du ministre Djoubaté. Poursuivant sa communication, le ministre du Budget dit ceci. Il y a eu un prétendu détournement de 3 millions d'euros de l'AFD qui consistait à abonder dans le fonds de budget d'affectation spéciale. Ce montant, à l'heure où je parle, n'est même pas versé. Guinée News réplique en ces termes, je cite. Nulle part dans sa série d'articles sur la nébuleuse, Guinée News n'a parlé de 3 millions d'euros de l'AFD, mais des fonds globaux. Le quotidien a plutôt parlé de plus d'1,3 milliard reçus par le ministère du fonds Covid-19 sous forme d'avance de crédit que celui-ci devait rembourser au Trésor pour prendre les mesures sanitaires pendant la rentrée scolaire 2020. Hélas, ça n'a été utilisé à cette fin, mais détourné. Fin de citation. Parlant des 27 milliards de l'organisation des examens d'entrée dans les écoles professionnelles, le ministre apporte des propos que le site vient démentir par la suite. Et l'article dit ceci. Le 31 août 2020, le ministère de l'Enseignement technique a reçu 15 747 226 289 GNF comme prime supplémentaire pour l'organisation des examens de sortie. Un montant que le sieur Djoubaté, se substituant à la ministre, tentait naïvement de défendre sans convaincre. Si ce n'est pas pour détourner, étant donné que tous les frais liés aux contraintes sanitaires pour l'organisation des examens étaient pris en compte par le service des examens. Ce montant n'avait pas sa raison d'être décaissé, puisque les 27 milliards étaient largement suffisants pour organiser les examens, quoique 12 milliards de celui-ci étaient tombés dans les mains des fossoyeurs de l'État et de leurs complices. Le ministre Ismaël Djoubaté, en se livrant à cet exercice,
Ne semble-t-il pas resserrer l'étau autour du cou de sa collègue? Les jours ou mois à venir nous édifieront. Voilà l'affaire du scandale financier autour de 200 milliards de francs guinéens à quand la fin de son épilogue. Affaire à suivre. Et puis, en plus bref, après 7 mois de détention, Sékou Yaya Diallo, membre de la coordination nationale du FNDC, a recouvré sa liberté. L'activiste de la société civile a été libéré ce vendredi selon une source judiciaire. Sékou Yaya Diallo, condamné en première instance à 7 mois de prison, dont 5 mois en sursis, a été arrêté le 7 mai dernier par des agents des forces de l'ordre à Hamdanlaye dans la commune de Ratoma. Comme annoncé au sommaire de ce journal, les travaux sur le tronçon de Donka évoluent. Le ministre des Travaux publics y était ce vendredi. Le constat révèle que les infrastructures commencent déjà à être agressées par des riverains. Des instructions fermes ont été données aux élus locaux pour mettre fin à cet incivisme. Mamadou Kalisso, Abou Korea Kourouma. Le côté droit de ce tronçon, entre Donka et Échangeur, est ouvert à la circulation ce vendredi matin. Il est uniquement réservé aux usagers qui quittent la ville pour la banlieue. Et en sachant bien que le travail n'est pas encore fini, c'est une ouverture provisoire d'une des voies qui a déjà eu à recevoir les 3 premières couches, donc l'assise, la couche de fondation, la couche de base, en attendant que la seconde voie qui est en exécution maintenant, qui est en train d'être travaillée, une fois cette voie aussi achevée, les 2 voies recevront en même temps la dernière couche de bitume. Donc ce qui est prévu vers le mois de mars-avril. Les caniveaux sont quasiment terminés sur l'ensemble du tronçon. Entre le pont 8 novembre et Donka, la couche des chaussées est en cours. Sur le côté gauche, l'assise est effectuée. La couche de fondation est en train d'être posée. Avec cette cadence, d'ici la fin du mois, on aura mis la couche de fondation sur tout le linéaire, sur la bande de gauche, depuis l'hôpital d'Onka jusqu'à l'échangeur. Et courant janvier, on appliquera la gravitume. Et en même temps, on aura déjà fait une bonne partie du pont du 8 novembre jusqu'à l'hôpital d'Onka, dont l'adjustement doit se faire en béton de ciment. À peine réalisées, ces infrastructures sont agressées par des riverains. Les caniveaux sont inondés d'ordures et eaux usées. Certains n'hésitent pas de les percer pour évacuer leurs déchets. Des attitudes qui ont révolté le maître d'ouvrage et les autorités locales. Ce qu'on a vu aujourd'hui, franchement, c'est déplorable. Nous passons à tout prix sensibiliser ces populations, leur dire réellement ce qu'ils doivent faire. C'est pour cela que je vous ai dit de me laisser parler en sous à mes parents. Parce que tous ceux qui sont de ce périphérique, ils sont de mes parents. Ils sont de moi. Des instructions fermes ont été données aux élus locaux pour mettre fin à cet incivisme notoire. La primature n'a-t-elle pas retardé à répondre sur le projet 6000 stages directs? En tout cas, beaucoup de jeunes ont dépensé assez. C'est l'exemple de Mamadou Moustapha Ba, à qui le projet a coûté quelques 400 000 francs guinéens. Mamadou Saliou Ba, Ibrahim Awal Kamara nous signe le reportage. Lorsqu'il a vu l'annonce du recrutement des 6000 stagiaires à la primature, Moustapha a tout de suite sauté de joie. J'étais envoyé par la joie parce que je suis dans le chômage actuellement. Et lorsqu'on nous a parlé de ce stagiaire, 6000 stagiaires, j'étais content. Mais j'étais loin de Conakry. Loin de Conakry, Moustapha était à Sangarigi pour être plus précis. Mais pour lui, la distance n'est pas un obstacle. Avec ses frères, il réussit à trouver les frais de transport et arrive à Conakry pour déposer ses dossiers. Tout un parcours, toute une dépense. Casier judiciaire, certificat de nationalité seulement a coûté plus de 100 000. Extrait de naissance, certificat de résidence, certificat de visite contre visite. Toutes les dépenses effectuées, c'est plus de 400 000 francs, y compris le transport. Parce que le transport seulement a coûté 200 000. Casier judiciaire.
Combien de jeunes ont-ils dépensé assez pour ce projet qui, jusqu'avant-hier, tenait encore sur des bords rails? Au Petit Palais, derrière la primature où les candidats déposaient leur dossier ce jeudi, nous avons obtenu une réponse. Nous avons près de 4000 personnes. Jusqu'hier, on était à 3995. Et ce matin, on a réussi à peu près une centaine. Plus de 4000 personnes enregistrées à ce jour. C'est plus de 400 millions de francs guinéens qui ont été dépensés par les postulants juste pour l'achat du certificat de nationalité et du casier judiciaire. Pour Moustapha, ça ne peut pas être une perte. S'il n'y avait pas des affiches, on pouvait dire oui, on fait le recrutement à huis clos. Mais les affiches, tous les passants peuvent voir. Tous les militaires qui sont à côté, tous ceux qui sont là-bas sont au courant. Moi, je ne peux pas nier ce recrutement. Moi, je peux dire que c'est la primature qui a lancé l'appel d'offres et nous sommes intéressés. La primature ne peut pas nous arnaquer. Le projet est lancé il y a plusieurs semaines. Fodé Moussa Silla est passé à la RTG sans être inquiété. Beaucoup se demandent pourquoi la primature n'a pas réagi à temps. De l'emploi jeune, abordons à présent la question des mines. La Chambre des mines de Guinée a tenu ce vendredi son assemblée ordinaire annuelle. Au cours de cette rencontre, toutes les questions liées aux mines ont été abordées par les participants. Comme chaque année, le ministre des Mines et de la Géologie et plusieurs autres acteurs miniers, membres de la CMG, ont pris part à ce grand rendez-vous. Binta Tafsir Diallo, Ibrahima Souri Kamara. Longtemps reportée pour des raisons liées à l'apparition du coronavirus, cette assemblée générale ordinaire de la Chambre des mines qui devait se tenir au mois de juin s'est finalement ouverte ce vendredi à Conakry. L'éradication du Covid-19 ainsi que l'application de la politique minière intérieure pour favoriser un développement durable sont entre autres les défis que se fixe la Chambre des mines de Guinée. Nous travaillons à la période post-Covid. Voilà, qui va nous mettre à l'abri et peut-être qui va nous permettre aussi de faire l'économie de certaines ressources que nous avons allouées à la prévention de la Covid au niveau des sites miniers. Présent à cette rencontre, le ministre des Mines et de la Géologie a apprécié la relation qui existe entre son département et ses acteurs miniers. Il compte maintenir cette dynamique. L'objectif maintenant, c'est de mettre beaucoup plus de focus depuis quelques années sur les questions d'impact. Accroître autant que possible l'impact économique pour que le Guinéen moyen puisse accéder aux bénéfices directs. Le secteur minier est le levier du développement de la Guinée. L'ancien président de la Chambre des mines de Guinée invite donc les acteurs miniers et le ministère de tutelle à œuvrer pour la croissance de ce secteur. L'ambition qui a porté les cadres qui ont opéré la transition, le changement au sein de la Chambre des mines, cette ambition doit demeurer et se poursuivre. Nous devons avoir l'ambition, puisque le secteur minier, vu le poids qu'il occupe dans notre économie, nous devons avoir l'ambition de faire en sorte que ce secteur continue de jouer le rôle de locomotive de l'économie guinéenne. L'Assemblée générale ordinaire de la Chambre des mines de Guinée a été marquée par l'adhésion de nouvelles entreprises. La Guinée occupe désormais la deuxième place dans le monde des pays producteurs de bauxite, derrière l'Australie. Le combat est maintenant de tout faire pour que les citoyens sentent la répercussion, mentionne le ministre Abdoulaye Magasouba. Le succès retentissant des 3 éditions passées est une source de motivation. Eh bien, l'Observatoire africain pour la bonne gouvernance a posé ses valises en Guinée pour les préparatifs de la 4e édition qui aura lieu le 19 décembre prochain à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Rodrigue Kofi a animé un point de presse à cet effet pour dévoiler les grandes lignes de la rencontre. Antoinette Dédé Onivogui, Ibrahima Souma étaient de la partie. Suivez leur compte-rendu. Ils sont 2 fils dignes de la Guinée à recevoir un prix de la part de l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance. Il s'agit de Lamine Girassi, PDG du groupe Adafo Media, et de Kerfa la personne Camara de l'entreprise Guico Press. En séjour à Conakry, Rodrigue Kofi, un des organisateurs de cet événement haut de gamme, est revenu sur son objectif. Alors, on est parti du constat que les journalistes critiquent beaucoup
tout le temps le journaliste critique, dénonce. Alors on s'est dit pourquoi ne pas encourager ceux qui font un peu plus pour aider nos États à avancer, aller de l'avant, aller vers l'émergence comme on le dit. Le choix des 2 prix est le fruit d'une longue enquête selon les organisateurs, particulièrement celui de Lamine Guirassy, qui doit recevoir le prix panafricain du meilleur patron de presse privée d'Afrique de l'Ouest francophone. On a des relais à Bamako au Mali, on a des relais à Ouagadougou, on a des relais au Togo et ainsi de suite. Alors c'est sous la base des avis recueillis et que nous serons recoupés. Souvent même on les met en compétition. Et puis au finish, on sort un nom que nous estimons qu'il a fait mieux que les autres. Alors, le cas de M. Lamine Guirassy, c'est un cas particulier parce que créer une radio, tu fais de l'affaire, tu as besoin d'un registre du commerce, stress, etc. Lamine Guirassy est un exemple dans ce domaine. Rodrigue Kofi ne tarit pas d'éloges à l'endroit du PDG d'Adafo Média et à toutes les bonnes volontés qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de son événement. Nous voulons remercier bien sûr les 2 personnalités qui n'ont ménagé aucun effort pour nous soutenir, avec la promptitude bien sûr avec laquelle ces 2 personnalités ont répondu à notre invitation. M. Lamine Guirassy, nous serons heureux de les recevoir à Abidjan. La remise des trophées aura lieu le samedi 19 décembre prochain à Abidjan et beaucoup de surprises sont annoncées. Santé à présent, les sujets souffrant de myopie, de l'hypermétropie, bref, pathologie des yeux, peuvent désormais se réjouir. Un centre chirurgico-ophtalmologique a ouvert ses portes à Conakry grâce à une coopération guinéo-tunisienne. L'objectif visé est sans doute de sauver des vies. Une mission d'experts tunisiens séjourne à cet effet à Conakry pour des consultations. Justin Leno, Aliouba. C'est un nouveau centre guinéo-tunisien d'ophtalmologie qui vient pour sauver des vies. Ici, le travail principal consiste à traiter les yeux, dont l'anatomie, la pathologie et la thérapeutique de l'organe de la vue pour enfants et adultes. C'est un centre très complet où on peut examiner toutes les pathologies oculaires. Et pour la chirurgie, pour le moment, on opère la cataracte, on va s'attaquer à la rétine. Donc, mais ça va être progressif. La particularité ici, c'est l'expertise du personnel soignant. On y trouve des appareils de dernière génération pour la détection rapide et simple des pathologies des yeux. Outre, le travail est suivi par des partenaires tunisiens. Alors, mon rôle, c'est je vais être la gérante de ce centre pour organiser les stocks, la gestion, pour faciliter la tâche aux médecins, aux patients, et que ça soit très clair et très rapide. C'est l'équipe tunisienne qui va assurer la continuité des examens, du contrôle des patients qui vont être opérés. Et on va veiller, on va travailler en coopération avec l'équipe guinéenne pour améliorer, pour faire progresser la qualité de soins. Pour l'opération d'un œil en Tunisie, il faut payer entre 4 à 5 000 euros moins le billet d'avion du patient et celui qui l'accompagne selon ses partenaires. Avec ces centres guinéo-tunisiens, les relations entre les 2 pays sont renforcées. Le geste est salué par des patients. Je suis venu aujourd'hui pour subir une intervention chirurgicale pour la cataracte au niveau des 2 yeux, le côté gauche et l'œil droit. Tout mon traitement, je devrais payer 40 millions. 3 000 euros pour le traitement, les frais de soins et autres. Et 10 millions, 8 à 10 millions pour le billet d'avion. Mais avec leur arrivée, je vais payer moins. À peine ouvert, ce centre ophtalmologique est déjà convoité par plus d'un. À ce jour, plusieurs patients témoignent avoir retrouvé la vue ici grâce au personnel soignant après plusieurs années sans ouvrir leurs yeux. Fin de ce journal réalisé par Malik Sandiana Kamara. Merci de l'attention. Je vous retrouve tout à l'heure à 22h au compte de la grande édition de la soirée. D'ici là, passez d'excellents moments sur Espace TV.